Nous sommes dans l'Indiana, dans l'est des États-Unis. Waylon Abeille, un mécanicien de 30 ans, est admis aux urgences à l'hôpital à cause de maux de tête particulièrement douloureux. Suite au scanner, les médecins vont découvrir l'invraisemblable. Des parties entières de son cerveau manquent. 2 heures après son admission, Waylon décède tragiquement. Il disait qu'il avait l'impression que son cerveau était trop gros pour sa tête. L'autopsie a révélé que tout son cerveau avait été dévoré. Comment ce père de 5 enfants en bonne santé a-t-il attrapé cette maladie effrayante? Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire comme celle-ci. C'est très peu commun. Comment du jour au lendemain cet homme s'est-il fait dévorer le cerveau? Enquête sur un phénomène qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous sommes le 6 octobre 2012, à l'hôpital de Luguti, dans l'Indiana, dans l'est des États-Unis. Il est 7 heures du matin. Waylon Abeille, ce jeune homme de 30 ans, vient d'arriver aux urgences dans un état inquiétant. Au médecin, Waylon explique que sa tête est sur le point d'exploser. D'ailleurs, au fil des minutes, les choses empirent. Ses proches sont totalement désemparés. Waylon s'est assis, il m'a dit « Papa, il y a quelque chose de cassé en moi. » Je ne savais pas du tout ce qu'il se passait. C'est arrivé tellement vite. Nous avions vraiment très peur. Waylon souffre le martyre. Le chef de service décide aussitôt de pratiquer un scanner. 90 minutes plus tard, le verdict tombe et les médecins n'en croient pas leurs yeux. Quelque chose est en train de dévorer le cerveau de Waylon. Pour preuve, ces taches blanches un peu diffuses, ce sont des morceaux entiers qui ont disparu, détruits par ce mal inconnu. Les urgentistes restent sans voix et impuissants. Au vu des dégâts, Waylon n'a aucune chance de survie. Les médecins l'ont emmené faire un scanner. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils étaient désolés et qu'il n'y avait plus aucun espoir. Mais John ne veut pas abandonner son fils. En colère contre les médecins, il insiste pour que Waylon soit transféré par hélicoptère, à 1 heure de là, dans un autre hôpital. Mais une fois arrivé sur place, le jeune homme décède sans que personne ne puisse rien faire. Waylon laisse toute une famille derrière lui, car malgré son jeune âge, il avait déjà 5 enfants. Sa fille n'a pas compris comment son père a pu mourir à seulement 30 ans. On dormait le soir où ma mère l'a emmené à l'hôpital car nous avions école le lendemain. Et je ne savais pas trop ce qu'il se passait. Mais vous savez, j'étais vraiment loin de m'imaginer qu'il allait mourir. Quand j'ai vu mon fils, il était vraiment dans un état pitoyable. Il ne pouvait pas survivre. Il est mort à 16h25. Alors comment ce jeune homme sportif, amoureux de la nature et en pleine santé, a-t-il pu mourir en quelques heures seulement? Quelle est donc cette chose terrible qui a dévoré son cerveau sans lui laisser aucune chance? Dès le lendemain, la famille de Waylon demande une autopsie. Mais en attendant les résultats, les médecins stupéfaits par cette mort inexplicable vont déclencher une enquête. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'ils vont découvrir l'incroyable vérité sur cette affaire. Pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer, les enquêteurs vont tout d'abord retracer le fil des événements, les derniers jours précédant la mort de Waylon. Les premiers symptômes ont commencé 5 jours avant son arrivée aux urgences. Le jeune homme se mouche fréquemment et se plaint de violents maux de tête. Son père et sa petite fille en sont les témoins. Il avait des nausées, de la fièvre et vraiment très mal à la tête. Il avait aussi des douleurs dans le cou, au dos. Je lui ai dit d'aller aux urgences et il m'a répondu que si ça ne s'arrangeait pas, il irait. Quand il était malade, il s'enfermait dans sa chambre à clé car il ne voulait pas nous contaminer. Donc à ce moment-là, je ne pouvais pas trop lui parler. Paralysé par ce mal qui le rend fou, Waylon s'isole dans sa chambre et ne veut voir absolument personne. Mais ses douleurs deviennent insupportables, alors il décide d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Les médecins diagnostiquent une méningite virale et lui prescrivent un traitement. Ils lui demandent de rentrer chez lui. Ils l'ont renvoyé à la maison et lui ont donné des médicaments pour traiter sa soi-disant méningite virale. Mais ce traitement s'avère totalement inefficace, car manifestement, Waylon n'a jamais eu la moindre méningite.
Il décédera quelques jours plus tard, le cerveau dévoré par un mal inconnu des médecins. Pour tenter de trouver une explication, les enquêteurs vont s'intéresser dès lors aux antécédents du jeune père de famille. Derrière une vie apparemment paisible, cachait-il un problème de santé? Mon fils était un homme bien. Il était adorable et il travaillait très dur. C'était un bon père, un bon fils aussi et un bon chrétien. Originaire de Luguti, dans cet état de l'Indiana agricole et conservateur, Whelan vivait ici dans cette charmante maison, avec sa fiancée Renée et leurs 5 enfants. Une vie saine et heureuse. Mécanicien depuis de nombreuses années, son travail était parfois difficile, mais en aucun cas nuisible pour sa santé. Le reste du temps, il aimait chasser et pêcher. Un homme toujours très actif. Il a toujours travaillé très dur dans la vie. Il avait de l'énergie à dépenser. Il a été maçon plus jeune et a construit quelques maisons. Dans son dossier médical, ni maladie ni problème de santé, et encore moins de graves opérations. Mis à part quelques chutes sans grande importance quand il était enfant. La seule fois où nous sommes allés à l'hôpital, c'est quand il s'est fracturé un doigt pendant un match de foot. Il avait des maux de tête parfois, mais rien de grave. Il était plutôt en bonne santé, il n'était jamais vraiment tombé malade. Au médecin, sa fille va décrire un homme exemplaire et sans histoire. Il était différent, humble et très drôle. Il était fier, mais il ne le montrait jamais. Il nous disait que ce n'était pas un héros, et pourtant il était notre héros. Pourtant, Whelan est bien mort dans des conditions atroces. Alors les médecins vont échafauder une première hypothèse. Une éventuelle intoxication par des métaux lourds, du plomb ou du mercure. En effet, Whelan habite à proximité d'usines très polluantes. Alors a-t-il été exposé à des fumées toxiques? Cette intoxication expliquerait-elle sa mort soudaine? Les symptômes d'une intoxication métaux lourds, au départ en tout cas, sont exactement similaires. C'est le dosage qui fait la différence. Pour être intoxiqué aux métaux lourds, encore faut-il avoir manipulé des métaux lourds. Or, Whelan n'a jamais travaillé dans l'une de ces usines, aucun contact avec du cuivre ou du plomb. La piste de l'intoxication est vite écartée par les médecins, mais aussi par les journalistes qui s'emparent du dossier. Car cette affaire dramatique interpelle tout le pays. En parlant avec des spécialistes, je n'ai jamais entendu dire que la pollution était l'une des raisons. D'ailleurs, les prélèvements sur les cheveux de Whelan écarteront définitivement cette thèse. Les médecins doivent donc explorer une autre piste. Et l'une d'elles s'impose rapidement, une tumeur au cerveau foudroyante. Car tout semble confirmer ce diagnostic. Le jeune père souffrait de forts maux de tête, de vertiges et de courbatures. Tous les symptômes d'une tumeur cancéreuse. Mon fils est tombé malade au début du mois d'août. Il m'a téléphoné de l'hôpital, il était très inquiet. Il m'a demandé de prier pour lui. C'est ce que j'ai fait. Seulement, le scanner effectué quelques heures avant sa mort va lever les doutes. Sur l'image, les médecins ne détectent aucune tumeur. La tumeur, je dirais que oui, quand on voit le malade pour la toute première fois et dans les premières heures, mais c'est une hypothèse qui est très rapidement écartée, il suffit de faire un scanner. Or, le scanner de Whelan est sans appel. C'est un mal beaucoup plus mystérieux qui a littéralement dévoré son cerveau en quelques jours. Alors que les enquêteurs sont dans l'impasse, un rebondissement va relancer l'affaire. Les résultats tant attendus de l'autopsie demandée par la famille. Les médecins découvrent alors avec stupeur qu'au moment de sa mort, tout le cerveau de Whelan était finalement attaqué. Le responsable, un étrange parasite, une amibe. Alors une amibe est un être vivant autonome qui peut vivre dans l'environnement sans aucun problème. Ça se rapproche un petit peu plus de l'être vivant tel qu'on le connaît, animaux ou humains. L'amibe, un micro-organisme
quasi invisible que l'on trouve en général dans les milieux humides. C'est un parasite qui se forme naturellement dans l'eau. Il est juste là, présent. C'est un parasite qui aime les eaux chaudes et peu profondes. Et cet été, nous avons eu un été très chaud, les conditions parfaites pour que le parasite se développe. Mais alors, dans quel coin de l'Indiana cette amibe a-t-elle bien pu se développer avant de se retrouver mystérieusement dans le cerveau de Whelan? C'est en interrogeant ses proches que les enquêteurs vont découvrir l'indice crucial qui leur manquait. En effet, quelques jours seulement avant sa mort, au cœur de l'été, le père de famille était allé se baigner dans ce lac tout proche. Mon fils allait au lac tous les week-ends en juillet avec tous ses enfants, son frère, sa belle-sœur et Renée, sa fiancée. Il devait l'épouser cette année. Seulement, la piste est mince, car ce lac de West Broggs, à 2 pas de chez lui, Whelan s'y baignait depuis l'enfance. C'est même là qu'il avait appris à devenir un excellent nageur. Des heures passées dans l'eau sans jamais contracter de maladie. Il essayait de nous apprendre à nager. Il faisait aussi très bien le poirier. Il adorait aller sous l'eau et rester le plus longtemps possible. Il voulait que l'on soit de très bons nageurs aussi. Alors Whelan a-t-il effectivement contracté une amibe dans ce lac? Et si c'est le cas, comment a-t-elle pu le tuer en quelques jours seulement? Car si ces parasites causent des fièvres ou des problèmes digestifs, pour les enquêteurs, ils ne remontent jamais jusque dans le cerveau pour le dévorer. C'est par le plus grand des hasards, quelques jours plus tard, en regardant la télé, que John, le père de Whelan, va découvrir stupéfait le fléau qui a terrassé son fils. Un garçon de 9 ans est mort après avoir contracté une amibe rarissime en nageant dans un lac. Un mois plus tôt, à l'autre bout des États-Unis, en Caroline du Sud, un petit garçon est mort dans les mêmes circonstances que Whelan. Blake, 8 ans, s'était plaint de fortes migraines et de vomissements après s'être baigné dans un lac. Les enquêteurs découvrent alors le mal terrifiant qui a tué le petit Blake, et certainement Whelan. Une amibe, effectivement. La Naegleria fowleri, autrement baptisé le mangeur de cerveau. Un parasite vorace et destructeur, mais si rare que peu de médecins le connaissent. Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire comme celle-ci dans l'Indiana. Je sais qu'il y a eu un cas dans le sud du pays, mais c'est vraiment la seule histoire dont j'ai entendu parler. J'ai répété plusieurs fois au médecin que mon fils était tombé malade juste après avoir nagé dans un lac. Mais ils n'y ont pas prêté attention. Je suppose que les médecins ne connaissaient pas ce parasite. La première victime de l'histoire a été identifiée en 1962 en Floride. Depuis, ce dévoreur de cerveau frappe au hasard, en plein été, ceux qui osent s'aventurer dans certains lacs. D'ailleurs, la mort du petit Blake puis celle de Whelan, le père de famille, vont semer la panique à travers tous les États-Unis. Depuis cette histoire, les gens font plus attention. Ils ne vont plus se baigner n'importe où. Ils surveillent la qualité de l'eau. Mon fils est mort dans d'atroces souffrances. Mais nous avons eu quand même beaucoup de chance car personne d'autre n'est mort. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de monde qui se baignait. Une révélation qui va pousser les enquêteurs à en apprendre un peu plus sur ce parasite mangeur de cerveau. Une amibe particulièrement vorace, comme on le découvre sur ces images. Une fois entré dans l'organisme, souvent par les narines, le parasite perfore les tissus, avant de tout détruire sur son passage. Ensuite, son seul objectif est de rejoindre son mets favori, la cervelle humaine. C'est une amibe qui pénètre dans l'organisme par voie nasale, quand il s'agit de cette forme clinique, hein, bien entendu, parce qu'il y en a d'autres, mais dans cette forme clinique, par voie nasale, qui pénètre par les muqueuses et qui se dirige vers le cerveau. Et comme elle est équipée d'enzymes, c'est-à-dire de substances qui servent à digérer l'environnement pour la nourrir, ma foi, elle digère un petit peu les cellules du cerveau, d'où mangeuse de cerveau. L'autopsie a révélé que tout son cerveau avait été dévoré.
Il disait qu'il avait l'impression que son cerveau était trop gros pour sa tête. J'imagine que c'est ce que tu ressens quand ton cerveau saigne. Ça doit être une sensation très étrange. En moins d'une semaine, le cerveau de Whelan est rongé par l'intrus. Le jeune père ne le savait pas encore, mais dès que le parasite est entré en lui, il était déjà condamné. Ce mal est en effet incurable et irréversible. Il n'existe aucun remède, aucun antidote pour se soigner. Dans 99% des cas, l'issue est fatale. À partir du moment où il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et que les médecins ont compris qu'il ne s'agissait ni de la grippe, ni de la méningite, le parasite avait d'ores et déjà mangé une bonne partie du cerveau. Et même si vous luttez pour survivre, vous ne serez plus jamais le même après ça. Les enquêteurs et ses proches découvrent que Whelan était perdu d'avance dès les premiers symptômes. Les médecins n'auraient donc rien pu faire pour le sauver. Je ne suis pas vraiment énervée, ça ne sert à rien de réagir comme ça car ça ne va pas le ramener à la vie. Mais c'est très difficile pour moi de vivre avec. Je souffre toujours beaucoup. Un parasite non contagieux. Pourtant, il semble faire de plus en plus de victimes chaque année. Depuis la disparition de Whelan l'été dernier, 10 personnes ont été tuées par ce monstre au Pakistan. Des dizaines d'autres aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande et en Tchécoslovaquie. Seule une personne a survécu. Point commun entre toutes ces victimes, la rapidité avec laquelle le mangeur de cerveau les a emportées. C'est une amibe qui, comme toutes les amibes, se multiplie relativement rapidement. Hein. Le temps de multiplication moyen d'une bactérie, d'un virus ou d'une amibe, c'est autour d'une demi-heure. À la lumière de cette incroyable découverte, les enquêteurs vont alors reconstituer le fil tragique des événements. Tout a commencé un après-midi d'été ensoleillé lors d'un week-end ordinaire. Pourtant, ce jour-là, la dernière baignade de Whelan dans le lac de West Brogs lui sera fatale. Il nageait avec sa famille, comme il l'avait fait des millions de fois. C'était une journée ordinaire, sauf que cette fois-ci, il a été contaminé. Quelques jours après mon anniversaire, c'était le 17 juillet, on a décidé d'aller au lac. C'était un beau week-end et on a fêté mes 17 ans là-bas. Ce jour-là, Whelan apprend donc à nager à sa fille. Le jeune père de famille ne cesse d'aller sous l'eau. C'est à cet instant que le parasite s'introduit dans son nez sans qu'il s'en aperçoive. Aucune douleur, aucune sensation. Le micro-organisme est totalement invisible et indolore. Mais une fois à l'intérieur de son corps, plus personne ne pourra empêcher l'amibe de réaliser son terrible massacre. Malgré ce drame, les autres lacs de la région n'ont pas été contrôlés et celui de West Brogs est à nouveau ouvert au public. L'été prochain, le mangeur de cerveau risque de faire de nouvelles victimes, une situation que John ne supporte pas. Jusqu'à la fin de mes jours, je ferai tout pour que tout le monde connaisse ce parasite. Ici, dans la région, tout le monde est au courant. J'espère que l'été prochain, tout le monde portera un protège-nez. Ils n'ont pas testé les lacs des environs et je pense que c'est ce qui a blessé la famille de Whelan. Ils auraient dû le faire pour éviter que le drame ne se reproduise. Pour l'instant, la France est épargnée, mais les autorités sanitaires prennent cette contamination très au sérieux. Il n'est pas impossible du tout qu'en France, on puisse avoir quelques cas. Ce n'est pas impossible du tout, bien entendu. Toujours pareil, si on retrouve ce mécanisme d'eau chaude ou tiède, stagnante, douce, et dans laquelle on va se baigner. Donc, ce n'est pas impossible. Aux États-Unis, la famille de Whelan, quant à elle, continue de se battre pour faire connaître ce mangeur de cerveau. L'an dernier, une centaine de personnes à travers le monde y ont succombé.